Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 22 mars 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, le député de Portneuf, Michel Matte, annonce plein d'argent pour le développement économique de la MRC. Il a reçu cette semaine la visite du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Stéphane Billette. D'ailleurs, les propriétaires de l'entreprise Charbon de bois Feuilles d'érable de Sainte-Christine d'Auvergne ont profité de cette visite pour annoncer une première mondiale. La compagnie des cimetières de Portneuf-Est annonce la construction de 2 nouveaux columbariums, un à Saint-Basile et l'autre à Donnacona. Près de 200 personnes ont assisté au déjeuner des gens d'affaires du maire de Donnacona. Le Festival de films pour l'environnement dévoile la programmation de sa 15e édition et Odile nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. La MRC de Portneuf pourra compter sur une enveloppe de 6 426 000 $ sur les 97 millions du Fonds de la région de la Capitale-Nationale sur 5 ans jusqu'en 2021. L'annonce a été faite en primeur dans la capitale nationale ce mercredi 21 mars, juste avant la séance publique des maires de la MRC de Portneuf. Ce fonds permettra de soutenir des projets de développement économique dans la MRC de Portneuf, mais les modalités ne sont pas encore définies. Tout porte à croire que c'est le service de développement économique de la MRC de Portneuf qui aura la responsabilité de gérer ce fonds. Il faut dire que ces montants d'argent ne pourront être utilisés avant l'adoption du projet de loi Omnibus 155 par l'Assemblée nationale, ce qui ne devrait pas faire opposition, selon le député Michel Matte. Selon les ententes avec le Forum des élus de la Capitale-Nationale et le gouvernement du Québec, 993 700 $ seront disponibles pour 2017, 1 126 000 en 2018, 1 258 000 en 2019, 1 391 000 en 2020 et 1 156 000 $ en 2021 pour la MRC de Portneuf. Ce montant de 6,4 millions pour Portneuf a été déterminé en fonction de la population et de la richesse foncière moyenne uniformisée dans Portneuf, équivalent à 6,62 % des 97 millions dédiés à la région de la Capitale-Nationale. Parlons maintenant de la séance des maires qui a suivi cette annonce. Parmi les sujets qui ont retenu notre attention, notons que la MRC est à revoir son service d'évaluation foncière et une firme externe a été mandatée pour évaluer et signer les documents pour les 2 prochains mois. La direction du service d'évaluation a informé la table des maires de certains délais qui pourraient avoir été occasionnés par l'absence d'une ou d'un signataire au rôle d'évaluation. Dans le but de pallier à cette absence pour les 2 prochains mois et de revoir l'ensemble des opérations de son service d'évaluation foncière, la MRC a mandaté le groupe Altus de lui offrir un service d'évaluation clé en main, en plus de lui proposer des avenues possibles pour améliorer son service.
Un budget ne dépassant pas les 10 000 $ a été adopté et une recommandation sera déposée sous peu à la table des maires. Rappelons que la MRC offre un service d'évaluation foncière à l'ensemble des 18 municipalités et aussi des territoires non organisés de Portneuf. Le prochain dépôt de rôle est prévu en septembre prochain. Mentionnons aussi que les maires de la MRC de Portneuf ont adopté finalement ce mercredi soir le schéma de couverture de risque incendie révisé après plusieurs années de débats et de discussions depuis 2009, en fait. Pour arriver à ces fins, la MRC, aidée d'une firme externe, a élaboré le nouveau schéma de couverture de risque en partenariat avec tous les services incendies du territoire et leurs chefs, ainsi que les directions générales et les élus municipaux depuis 2016. Selon le préfet Bernard Gaudreault, ce nouveau schéma est plus représentatif et n'aura pas la perception d'avoir été imposé en haut lieu. Le ministre québécois délégué aux petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, député de Huntingdon, Stéphane Billette, était dans Portneuf vendredi dernier. En compagnie du député Michel Matte, il a visité les entreprises Patates Dolbec à Saint-Ubalde, le fabricant de chariots élévateurs Vallée de Saint-Alban, rencontré des représentants de différentes organisations à caractère socio-économique de Portneuf pour terminer sa tournée à l'entreprise Charbon de bois Feuille d'érable à Sainte-Christine d'Auvergne. En tournée provinciale, M. Billette écoute et prend en note les besoins et suggestions des gens d'affaires et les informe par le fait même des différents programmes du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. On l'écoute. La première des choses, est-ce que nos programmes fonctionnent? Est-ce que c'est les bons programmes qu'on a pour les entreprises? C'est quoi les besoins des entreprises actuellement? Qu'est-ce qu'il leur faut comme outils? Puis je veux dire, si on va avoir les bons outils adaptés aux besoins qu'ils ont, il faut les entendre en premier lieu et savoir les outils qu'on a, est-ce que ce sont ceux qui fonctionnent bien? S'ils fonctionnent bien, tant mieux. Est-ce qu'on peut les upgrader? Excusez-moi le terme anglophone. Est-ce qu'on peut les améliorer? Et deuxième des choses, c'est des nouveaux produits ou des nouveaux services qu'on peut mettre en place pour nos entreprises, pour les aider à devenir plus compétitifs, à se développer. Je pense qu'il faut aller les voir pour bien connaître ces produits-là. La problématique de la main-d'œuvre versus l'immigration à Montréal et en région et l'automatisation, qu'on appelle le manufacturier 4.0, sont des enjeux importants à relever au Québec, selon le député ministre. Des choses, on peut y aller sur l'immigration. Je pense que David Hurtel fait la tournée du Québec. Il faut adapter, il faut soutenir, pas juste la personne, parce que la réalité qu'on a actuellement, c'est que 85 % des gens qui immigrent au Québec s'en vont à Montréal et 55 % des emplois qu'on a besoin, la disponibilité de main-d'œuvre est en région. Fait qu'il faut trouver les moyens, c'est sur quoi David Hurtel travaille, l'équipe travaille au complet, de dire oui, lorsqu'un immigrant arrive, c'est important, oui, de le faire découvrir les régions également. La disponibilité de main-d'œuvre est là. Quand on dit que c'est 9 sur 10 qui s'en vont à Montréal, tout près de 9 sur 10, et qu'il y a 6 emplois sur 10 qui sont en région, donc vous pouvez voir la disparité à ce moment-là, fait qu'on peut mettre des outils. Puis l'autre manière qu'on peut combler le manque de main-d'œuvre, c'est l'automatisation, la robotisation, ce qu'on appelle le manufacturier 4.0, qui va nous pousser premièrement à être plus compétitifs, d'automatiser. Puis c'est pas une perte d'emploi qu'on parle à ce moment-là. On était chez Patates Dolbec ce matin, les gens qui étaient sur des tables de tri sont maintenant devenus des programmeurs. Ils les ont formés, ils ont dit, vous connaissez bien le produit, vous avez la base à ce moment-là. Donc, ce qu'on a vu, ces gens-là, ils ont pris, ils sont devenus des programmeurs. Fait que l'usine fonctionne seule, sans employés. C'est des choses que j'ai vues en Abitibi, j'ai vues au Lac-Saint-Jean également, partout à grandeur du Québec. L'entrepreneuriat collectif qui fait appel aux coopératives ou à différentes formes de l'économie sociale attire de plus en plus d'adeptes dans les villages pour implanter des services de proximité ou même dans le transfert d'entreprises. On parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, mais demain matin, c'est vous l'autre plus grosse problématique qu'on va avoir, le reprenariat d'entreprise. Il y a 20 % des propriétaires actuels d'entreprises qui, d'ici 5 ans, n'ont pas de relève. Donc, c'est des petites et moyennes entreprises qui sont dans des villages, qui sont dans des communautés, qui créent de l'emploi. Je veux dire, c'est important d'avoir un certain esprit, puis de faire différemment également. Et je vais vous dire, l'entrepreneur collectif, on a des beaux exemples. On a des jardins, on a Agropeux, des entreprises d'économie sociale, on en a un petit peu partout. Et on a annoncé là, tout près de 50 millions. Dans une des mesures du plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat qui va être dévoilée, mais on a dévoilé certaines mesures, 50 millions en coopératif.
dans l'entrepreneuriat collectif pour le reprenariat des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines entreprises qui, des fois, peuvent former une coopérative pour racheter une entreprise privée. Soulignons que le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation offre aussi des programmes d'aide aux entreprises dans le secteur du commerce électronique, particulièrement pour la conception et la mise en ligne de pages web transactionnelles. D'autre part, les propriétaires de l'entreprise Charbon de bois Feuilles d'érable Simon Langlois et Sylvain Naud ont profité de cette visite pour dévoiler leur innovation pour valoriser la poussière du charbon. En fait, la pigmentation noire du charbon de bois peut servir dans la fabrication de différents objets, dont des bancs de voitures. Une entente commerciale a été conclue entre l'entreprise de Sainte-Christine d'Auvergne et un manufacturier ontarien. Écoutons Simon Langlois. C'est qu'on prend un charbon de bois et on le rend de la grosseur d'à peu près un cheveu, donc à quelques microns seulement. C'est une première mondiale et ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les pigments de noir de carbone qui, aujourd'hui, viennent du pétrochimique. Donc, on va prendre du gaz naturel, on va le brûler, mais très mal, ce qui fait une suie. Et c'est tout ce que vous voyez de noir, teinté noir, les pneus, les semelles, etc., les plastiques aussi, viennent de ce procédé-là. Et nous, on a réussi à travailler avec un gros manufacturier, en fait, de sièges automobiles, qui sont actifs partout dans le monde. Ils ont 62 usines à travers le monde qui nous ont approchés avec juste une idée comme ça. Et quelques mois plus tard, on arrivait à avoir un procédé qui prenait un charbon traditionnel qu'on se fait un barbecue que tout le monde connaît et on fait des sièges automobiles avec, teintés. Non pas juste pour le remplacement comme tel, mais il y a des avantages autant sur l'aspect environnemental qu'on peut comprendre parce que c'est une base renouvelable, le bois qui a formé en fait le pigment là-dedans, mais aussi en termes techniques. Donc, on peut absorber certaines parties de la résine et ça change toutes les caractéristiques, ce qui est vu vraiment très bien par l'industrie. Et finalement, il y a un avantage de coût, il y a un avantage aussi au niveau des points que ces compagnies-là peuvent avoir du côté des Toyota de ce monde, qui leur demandent toujours de dire comment on peut faire des produits où est-ce qu'il y a une empreinte environnementale encore plus bas. Donc, ça les place très, très bien sur l'échiquier mondial. Et bien, on est fiers que ce soit du bois de Portneuf, un érable qui finalement finit dans des sièges d'auto chez Toyota. À travers le monde. À travers le monde. Selon Simon Langlois, le marché du pigment noir provenant du charbon peut même être utilisé dans le secteur alimentaire ou la fabrication de d'autres biens comme les matelas. Soulignons que les propriétaires de l'entreprise ont reconstruit et agrandi par le fait même l'entrepôt qui a complètement été détruit par le feu l'an dernier. Près de 200 personnes ont assisté au déjeuner des gens d'affaires du maire de Donnacona vendredi matin dernier à la salle Donali. Il s'agissait de la 8e édition de cette activité annuelle qui permet à la Ville de présenter un bilan des projets complétés durant la dernière année, autant privés que publics, et les projets à venir. D'entrée de jeu, le directeur général et ex-maire Sylvain Germain a profité de l'occasion pour souligner le départ à la retraite de Francine Bouchard comme responsable des communications après 41 ans de service. Madame Bouchard quittera ses fonctions à la fin du mois d'avril. Sylvain Germain et le maire Jean-Claude Léveillé ont co-animé l'activité. Parmi les réalisations 2017 à Donnacona, notons le barrage hydroélectrique Algonquin Power, estimé à 23 millions, la réfection de 3 km du réseau routier, la mise aux normes et le réaménagement de l'hôtel de ville, le développement résidentiel Aube sur le fleuve et le prolongement de la piste cyclable. Une vingtaine de projets d'affaires, nouvelles entreprises, agrandissements ou réaménagements ont été identifiés en 2017. En 2018, la Ville entend aménager un parc urbain sur la rue de l'Église face à Place Donnacona et qui servira de fumoir, installer une nouvelle enseigne numérique sur la route 138, procéder à l'achat d'un balai compact mécanique pour les travaux publics, aménager un sentier multifonctionnel accessible à vélo ou à pied reliant la rue Mathieu et le parc familial des Berges et entièrement payé par le ministère des Transports du Québec. En plus de la réfection du réseau routier, la modernisation d'espaces de jeu, dont le terrain de baseball et de tennis, en plus d'installer un trampoline géant
près des jeux d'eau au parc Donnacona. Ce projet est un legs du comité du 100e. Quant au futur centre aquatique, le projet en est à la conception des plans et devis et l'échéancier de septembre 2019 pour son ouverture est toujours en vigueur. La Ville a cumulé 1 100 000 $ dans un fonds dédié au projet et qui a vu le jour en 2013. La municipalité a aussi obtenu les garanties de subventions fédérales et provinciales pour réaliser son projet. Parmi les principales activités à venir à Donnacona, notons le spectacle des 50 ans du patinage artistique au mois d'avril, les portes ouvertes de l'Hôtel de Ville le dimanche 27 mai, jumelé à la fête de la famille, le lancement du nouveau site web de la Ville en juin, la 4e course du maire, le relais pour la vie, la fête des voisins, fête de la pêche et la fête nationale du Québec, toutes des activités prévues en juin, ainsi que l'animation au Parc des Anglais, les jeudis musicaux de juin à septembre au Parc familial des Berges, le festival de blues, la 50e édition de l'Expo de Donnacona, la première édition du Bal du maire qui remplace le tournoi de golf du maire, la semaine des bibliothèques ainsi que toutes les activités du relais de la Pointe aux Écureuils. 6 organisations à caractère touristique dans Portneuf et qui rayonnent hors région reçoivent une aide financière du gouvernement du Québec via le Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale du secrétariat à la Capitale-Nationale. La MRC de Portneuf a obtenu un montant de 25 000 $ qui permettra aux municipalités de Cap-Santé et Donnacona d'élaborer un plan d'affaires pour la mise en valeur du site patrimonial classé du manoir Allsop du fort Jacques-Cartier à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Le plan d'affaires pourra être complété à l'automne prochain. Les rendez-vous culturels de Saint-Casimir reçoivent la deuxième tranche de 20 000 $ sur les 60 000 prévus sur 3 ans pour le Festival de films pour l'environnement qui souligne en 2018 ses 15 ans. L'Association des fêtes gourmandes de Neuville reçoit 45 000 $ sur 3 ans, 15 000 en 2018, 15 000 en 2019 et 15 000 en 2020. Le club MX Deschambault a obtenu 15 000 $ pour son édition 2018 du championnat national amateur de motocross et les organisations du Festival des Neiges de Neige en fête à Saint-Raymond et la course de la banquise Portneuf reçoivent chacune un montant de 3 000 $ pour leur édition 2018. Soulignons que les organisations bénéficiaires devaient remettre un rapport d'achalandage de leur événement pour avoir droit aux subventions. Les dirigeants de la Compagnie des cimetières de Portneuf-Est ont annoncé cette semaine la construction de 2 nouveaux columbariums l'été prochain, un à Donnacona au cimetière de l'église Sainte-Agnès et l'autre au cimetière Saint-Basile. Ces 2 nouveaux columbariums extérieurs s'ajouteront aux 3 columbariums existants à Neuville, Pont-Rouge et Cap-Santé. Celui de Donnacona aura la forme hexagonale et pourra offrir dans une première phase 84 niches pouvant accueillir 2 urnes chacune, en plus des carrés d'enfouissement aménagés autour du bâtiment pour inhumer les urnes. À sa pleine capacité, le columbarium pourrait compter quelques 1000 défunts. À Saint-Basile, le columbarium sera situé sur l'ancien site du Charnier et comptera 56 niches, 2 urnes par niche, en plus des carrés d'enfouissement, 4 urnes par carré, pour une capacité totale de quelques 400 défunts. Les fondations de ciment seront construites au cours du mois de mai et les columbariums seront installés d'ici la fin du mois de juin, suivi des travaux d'aménagement paysager. La compagnie prévoit un budget d'un peu plus de 100 000 $ pour les 2 projets et est disponible maintenant pour attribuer des concessions de niche aux familles. Les ententes sont d'une durée de 50 ans, renouvelables dans les columbariums. Un projet similaire pourrait se réaliser à Ville de Portneuf selon la demande et à Neuville, un agrandissement est à prévoir puisque le columbarium actuel est presque plein. On estime entre 75 et 80
le nombre de personnes décédées qui ont choisi la crémation et l'urne, soit en terre ou dans un columbarium, par rapport au cercueil et sa mise en terre. La Compagnie des cimetières de Portneuf-Est est un organisme à but non lucratif qui a été formé en décembre 2015 à la demande des fabriques des paroisses Notre-Dame de Donnacona, Notre-Dame de Portneuf, Saint-Basile, Sainte-Famille de Cap-Santé, Saint-François de Sales de Neuville et la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. En lien avec le diocèse de Québec, elle offre les mêmes services dans la gestion des 9 cimetières que les anciennes fabriques. Le député de Portneuf, Michel Matte, et le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, voient d'un bon œil la construction d'un tramway à Québec qui offrira des zones de transition aux limites ouest de Québec, dont le secteur du futur IKEA sur le boulevard Duplessis et qui pourrait permettre au réseau du transport collectif dans Portneuf et par le fait même dans la Jacques-Cartier de s'arrimer avec les horaires du tramway. Écoutons le préfet et maire de Neuville, Bernard Gaudreault. Sur le Canal Portneuf, notre transport régional, le service qu'on a, il est excellent, sauf qu'on a un vaste territoire à couvrir. On a deux dessertes. On a le nord-sud et l'ouest-l'est, mais il faut quand même qu'ils fassent la tournée de lait. Quand ils partent de le point de départ de Portneuf, il faut se rendre jusqu'en colline parlementaire. Donc, quand on prend, je vais appeler la navette, ça peut prendre en fait plus qu'une heure de faire le tour. À partir du moment qu'il y a eu un tramway, on va appeler un point d'entrée Québec, qui serait situé près de l'autoroute Duplessis, vous aurez compris que la société de transport portneuvoise, qui pourrait évidemment être déployée, mais pourrait s'arrimer avec le service de transport de Québec. Et là, au lieu de prévoir une navette itinérante pour faire tous les sites, il y aurait un point de chute qui serait le premier point d'accès au niveau du tramway. Et là, on pourrait avoir une fréquence de navette beaucoup plus importante permettant à nos gens de Portneuf pour venir utiliser le transport de la Ville de Québec. Rappelons que ce projet du tramway à Québec devrait voir le jour dans 8 ans. Les dirigeants, dirigeantes et bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul de Pont-Rouge et leurs partenaires ont inauguré cette semaine leur nouveau local, le Grenier aux Trouvailles, à Place Saint-Louis, où on retrouve les bureaux municipaux et de plus en plus d'organismes communautaires. Le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, a souligné le travail bénévole qu'on pourrait estimer à 300 000 $ à la réalisation du projet. Et le curé Gilles Laflamme, après avoir béni les lieux et récité la prière de Saint-François, a salué le travail des bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul qui poursuivent en quelque sorte l'œuvre des Sœurs de la Charité. Bravo pour tout ce qui se fait ici. Et aussi, ici, je réalise, c'est un peu le cœur de notre communauté, hein? Un pôle rassembleur. On se trouve aussi à continuer l'œuvre des sœurs, hein? Des sœurs de la charité. Vous êtes dans cette mouvance-là. Vous, la plupart, vous avez été formés par ces femmes, ces grandes éducatrices. Donc, on continue leur œuvre. Les organisateurs du Festival de films pour l'environnement, le FFPE, ont dévoilé cette semaine la programmation de la 15e édition qui se déroulera du 20 au 28 avril prochain. Le biologiste et explorateur Jean Lemire, qui a récemment été nommé émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques par le premier ministre Philippe Couillard, a accepté la présidence d'honneur de cette 15e édition qui présentera plusieurs projections rencontres à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir, dont une première mondiale. Parmi ces projections rencontres, en compagnie des réalisateurs, notons le vendredi 20 avril à 19h30, la comédienne Geneviève Bilodeau, aussi marraine du FFPE depuis ses débuts, et le plongeur professionnel Patrick Bourgeois, son conjoint en fait, présenteront en première mondiale Québec profond. Il s'agit d'un documentaire dévoilant les splendeurs cachées du fleuve Saint-Laurent. Le samedi 21 avril à 14h, Étienne Beaumont présentera son film « En marche », tourné par l'équipe de la Vallée-Bras-du-Nord de Saint-Raymond. À 19h30, Jean Lemire dévoilera en primeur une version inédite de son documentaire Arctique, la dérive des traditions. Le dimanche 22 avril à 19h30, le réalisateur Pascal Gélina diffusera Un pont entre deux mondes, précédé de Terre,
à la dérive dans le cadre du Jour de la Terre. Le mercredi 25 avril à 19h30 à la salle paroissiale de Saint-Ubalde, ainsi que le samedi 28 avril à 13h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir, La Maison des Syriens, un long-métrage documentaire réalisé par Nadine Baudet et Christian Mathieu Fournier de Deschambault-Grondines. Et le vendredi 27 avril à 19h30, l'Office national du film présentera Thon rouge, un récit d'enjeux épique à North Lake, une localité de l'île du Prince-Édouard, réalisé par John Hopkins. Écoutons maintenant une entrevue avec le directeur artistique et cofondateur du FFPE, Léo Denis Carpentier, suivie d'une entrevue avec le président d'honneur, Jean Lemire. Léo Denis Carpentier, salut. Bonjour. Léo, on vient dévoiler la programmation, en tout cas une bonne partie de la programmation du 15e Festival de films. Dans quel esprit vous avez justement concocté l'équipe du 15e? Bien, au niveau de la programmation, c'est qu'on voulait faire de quoi de différent. Comme à chaque année, on est un peu un festival expérimental dans un sens. Donc, je voulais donner plus de place à ceux qui sont là depuis le début. Si on pense à Jean Lemire, Geneviève Bilodeau, Nadine et Christian. Et ça donne que cette année, ils ont des super beaux films, ces gens-là. C'était comme... ça allait quasiment de soi qu'on les présente. Ouais. Donc, on s'est dit, puis là aussi, avec le film En marche avec de Étienne de la Vallée-Bord-du-Nord. Donc, tu sais, on a donné aussi plus de place aux gens de Port-Neuf, parce que c'est un festival qui est né à Saint-Casimir dans Port-Neuf, puis qui vit aussi au rythme du monde de Port-Neuf. Donc, on s'est dit, bien, on va donner plus d'espace. On a quand même reçu une soixantaine de non-inscriptions, parce qu'on n'avait pas ouvert l'inscription internationale. Il n'y a pas de concours, en fait. Là. Non, mais il y a le prix du public. Okay. Que j'invite les gens qui vont venir voir les projections à voter pour le film qu'ils vont préférer. Donc, il va y avoir le prix du public, mais il n'y a pas de jury, il n'y a pas de prix international ou tout ça. Là. Oui. Concrètement, en fait, ce sera des productions avec les réalisateurs? Oui, c'est toutes des projections rencontres. Donc, soit les réalisateurs ou des gens impliqués dans la thématique du film. Il n'y aura pas, parce que c'est ça aussi un petit problème qu'on a, c'est quand on présente, je sais pas, des films, mettons, africains, il n'y a pas personne qui vienne représenter nécessairement le film. Ouais. C'est souvent des primeurs, des premières en Amérique du Nord, donc c'est des films qui ne sont pas connus. Fait que là, mettons, on mise différemment, puis on veut que ça soit aussi une édition festive. Donc, on fait ça différemment, en ramenant aussi des gens qui ont, soit des membres honoraires du FFPE, ou qui ont été membres du jury, ou qui ont gagné des prix. Je pense à Pascal Gélina, aussi, qui a gagné 2 prix l'année qu'il avait présenté son film. Oui. Est-ce que déjà, en fait, les gens peuvent acheter les oui, les passeports. Oui, les passeports à 35 $, c'est déjà sur le site. Ça peut être acheté directement sur le site par PayPal, ffpe.ca, ou appeler au bureau 418-339-3222 pour réserver leur place pour les projections. Vous faites un cocktail aussi, bénéfice? Il va y avoir un souper, là. C'est ça. On a changé le souper, le ciné-souper d'ouverture pour le mettre le jeudi soir comme un cocktail bénéfice avec un conférencier dont le nom est à venir d'ici quelques jours, peut-être une couple de semaines. OK. Vous avez parlé aussi tantôt dans la programmation d'une bicyclette spéciale. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, ça, je n'ai pas entendu parler de ça, moi, encore. Vous avez entendu parler, oui? On a même des extraits sonores de ça, de la conférence de presse. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Ou... non, le vélo va être dévoilé vers le 10-11 avril. Okay. Avec tout ce que ça inclut de concept, là, je pense que ça va être de quoi qui va vraiment plaire aux gens à plusieurs niveaux. Oui. C'est un truc vraiment original que la FFPE va mettre de l'avant et qu'il va pouvoir, après, vivre de sa propre vie. Oui. Il nous a fait une demande spéciale aussi à la Caisse populaire du centre de Port-Neuf pour avoir une borne électrique. Exactement, parce qu'à Saint-Casimir, il n'y a pas de borne électrique. Ouais. Et là, hier, j'ai vu que Desjardins ont émis un communiqué comme de quoi qu'il y a une collaboration qui était au Québec. Ils vont établir, je pense, 200 bornes électriques au Québec, soit sur le terrain de leur bâtisse, là, des caisses populaires, ou à proximité collée. Mais ici, l'auberge du Couvent est à côté de la caisse de l'Ouest de Port-Neuf. Et on se dit, bien, soit qu'elle soit dans le cours de la caisse ou ici, on va la prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'auberge, puis ils ne peuvent pas télécharger, mais charger leur véhicule
en accéléré. Oui. Et évidemment, il y a encore des... vous vous occupez des jeunes? Les jeunes au cinéma on a aussi, toujours plus ou moins 300 jeunes qui viennent à des activités, plus les ateliers qu'on fait aussi avec Nicolas Proulx de Donnacona, Studio SC. Oui. Donc, lui aussi fait des ateliers de son côté. Fait que donc, ça, c'est vraiment le fun. Oui, et déjà, vous avez une trentaine d'inscriptions pour le Kino? Exactement. Plus que 30, je regardais avant la conférence, puis on était rendu à 32 personnes qui se sont inscrites au Cabaret Kino. Donc, c'est certain qu'on est encore loin du festival. Souvent, ce norme-là, on l'a la semaine avant le festival, parce que dans le fond, le Kino, c'est à partir du jeudi. Donc, on va pas dépasser les inscriptions de l'an passé. Oui. Et peut-être en terminant, on invite les gens aussi à regarder l'émission 15 ans du FFPE qu'on réalise ensemble. D'ailleurs, on a de bons invités à vous présenter au cours des deux prochaines émissions. Ouais. Alors, Léo Denis Carpentier, merci beaucoup. Donc, on rappelle que le Festival de films pour l'environnement, c'est du 20 au 28 avril prochain. Merci, Léo. Bienvenue. Jean Lemire, bonjour. Bonjour. Jean Lemire, dans quel esprit vous avez accepté la présidence d'honneur de cette 15e édition du Festival de films pour l'environnement? Bien, je suis très content parce que ça fait 15 ans, j'étais là au tout début. C'est un festival qui est important. Et je présente également un film où, en fait, je suis retourné dans l'Arctique aussi 15 ans après pour voir les changements. Alors, donc, c'était une occasion parfaite pour moi d'accepter cette présidence d'honneur. Ouais. Où vous en êtes dans votre recherche, justement, dans votre observation de la planète Terre, en bout de ligne? Ça va très, très vite. Les changements sont extrêmement rapides. L'Arctique, chez nous, donc, change peut-être même 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc, c'est vraiment un territoire qui m'interpelle beaucoup parce qu'il y a des gens qui vivent là, évidemment. Les Inuits, moi, ils m'ont un peu... c'est eux qui m'ont tout montré. De la glace. Mes premiers travaux comme étudiant, je les ai faits dans le Nord. Alors, j'ai appris beaucoup de ces Inuits. Alors, je suis inquiet. Un petit peu partout sur la planète, évidemment, on est dans une quête de ressources naturelles qui est effrénée. Et les notions de développement durable doivent être mises de l'avant de plus en plus. Donc, c'est ce que je fais maintenant beaucoup. Je me promène à travers le monde. Il y a un réseau, je dirais, de diplomatie internationale qui s'est créé. Il y a des ambassadeurs climatiques maintenant que les pays nomment. Et il y a cette espèce de réseau parallèle qui s'opère où on essaie de mettre de la pression sur les décideurs pour essayer d'arriver avec des notions de développement durable beaucoup plus qu'un slogan. Il faut que ça devienne une façon de faire, une façon de vivre. Est-ce que ça prend? Est-ce que les... Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on avance, mais qu'on va manquer de temps. C'est ça qui est la grande caractéristique, je dirais, de mon constat, là. Je crois, par exemple, que les jeunes vont sans doute réussir à accélérer davantage ce mouvement-là parce que les jeunes ont des valeurs environnementales et sociétales qui sont vraiment... beaucoup plus évolués que les nôtres, en fait. Et c'est peut-être la seule compensation qu'on peut avoir. On n'a pas été très bon pour leur léguer une planète en santé, mais on a peut-être été correct pour leur donner les bonnes valeurs pour qu'eux prennent la relève. Mais pour moi, c'est essentiel de faire tous les efforts parce que je veux être capable de les regarder dans les yeux et dire que j'ai vraiment essayé. Ouais. Ça, pour moi, c'est très, très important. Évidemment, je me rends compte, et ça, c'est peut-être la plus grande déception, je dirais, c'est que, vous savez, quand j'ai débuté tout cela, j'avais un peu l'impression que j'allais pouvoir, avec mes amis, changer le monde, qu'on allait réussir à changer les mentalités et tout ça. Je me rends compte de plus en plus qu'il n'y aura pas de révolution climatique ou de révolution environnementale sans une plus grande justice sociale. C'est inévitable. Et après avoir parcouru le monde, c'est un peu la grande conclusion. Il va falloir qu'on inclue davantage monsieur et madame tout le monde. En ce moment, c'est le 1% de la population, ou en tout cas une très petite partie de la population qui a l'impression de détenir la vérité et qui arrive avec des solutions et des méthodes de développement, et etc. Mais on oublie monsieur et madame tout le monde, le peuple en général qui sont, vous savez, où la priorité, pour la plupart des gens que j'ai vus sur cette planète, en se levant le matin, c'est d'abord et avant tout de trouver de la nourriture pour leurs enfants. Ça, c'est la réalité
d'une très grande partie de la population mondiale. La nourriture et l'eau aussi. L'eau également. Et donc, quand nous, on arrive avec nos contraintes environnementales, évidemment, pour eux, ils sont pas là. Pourquoi? Parce ce sont un peu les exclus de la société. Oui. Mais ça demeure une majorité. Et ça, c'est peut-être le constat le plus dur de mes années à vadrouiller autour du monde. Quelles seraient les principales actions? Je pense qu'il y en a une qui est essentielle, mais vraiment essentielle. Nous devons miser sur l'éducation. Je me rends compte que les pays qui performent le mieux dans le monde sont ceux qui sont poussés par leur société. Ce ne sont pas les gouvernements qui mettent des lois pour qu'on respecte l'environnement. C'est la population qui demande au gouvernement d'en faire davantage. Je pense par exemple aux pays scandinaves. Et je leur ai demandé, mais comment êtes-vous arrivé à ce niveau d'implication au niveau des sociétés? Bien, c'est l'éducation. Évidemment, ce sont des pays riches, ce sont des pays qui ont misé beaucoup en éducation. Et s'il y a un exemple à suivre, en tout cas une voie à emprunter pour le Québec, c'est de continuer à miser beaucoup, beaucoup sur l'éducation. Oui. Jean Lemire, vous serez à Saint-Casimir au festival, en fait, le samedi, c'est le samedi 21 avril. Exactement. Donc, vous allez présenter, vous allez dévoiler une version inédite, en fait, du documentaire que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? En fait, oui, c'est la version longue, là, donc la version cinématographique là, de l'article « La dérive des traditions ». Pourquoi? Parce que nous sommes retournés, justement, en Arctique 13 ans après. Et on a pu constater les différents changements. Nous étions là en 2002 quand on a fait le passage du Nord-Ouest. On était à cette époque le 7e voilier de l'histoire de la navigation à le réussir. Quand on est retourné en 2015, il y avait plus de glace, évidemment, plus rien. Et il y avait 52 bateaux qui attendaient pour faire le passage du Nord-Ouest. Alors, ça vous montre en très peu de temps comment tout cela a changé. Et on regarde, évidemment, quels sont les impacts de ces changements sur, évidemment, la faune, sur les cultures inuites et sur le développement économique qui s'en vient, parce que l'Arctique sera l'espèce de nouveau Klondike de demain. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Jean Lemire, merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause, d'autres actualités culturelles et communautaires avec Odile Pelletier, dont une prochaine fin de semaine remplie d'activités culturelles. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Odile. Bonsoir, Michel. On commence par une fin de semaine remplie de culture en fin de semaine. Et ça commence ce vendredi. Dès vendredi. Alors, pour commencer, il y a le spectacle des groupes Horloge Simard et Les Messieurs à la taverne de Saint-Casimir. Alors, au départ, Horloge Simard, c'était un chansonnier cru et nonchalant qui faisait de la musique juste pour faire rire les gens. Mais en 2012, il s'est associé à 4 musiciens du Saguenay afin de créer un projet expérimental hors du commun, mélangeant plusieurs styles de musique comme le funk, le psychédélisme, le rock, le blues, le reggae, le country et le folk. Alors, la formation met de l'avant un personnage pathétique et vulgaire qui dit des choses parfois absurdes et parfois très proches de la réalité crue. Alors, sa philosophie artistique qui entoure ce projet-là est le
aucun cadrisme, entre guillemets. C'est une philosophie qui dépeint avec humour et absurdité les excès du vrai monde et la réalité quotidienne. Alors, depuis l'apparition de son nouvel album, « Buvez toujours et ne mourrez jamais », c'est vraiment ça le titre, qui a été fait en 2017, Horloge Simard rallie de nombreux adeptes à cette philosophie déjantée et multiplie les spectacles à guichet fermé. D'ailleurs, on a un extrait pour vous montrer un peu le style, parce que c'est vraiment assez spécial. Oui. On écoute ça. Le nouvel album d'Horloge. Nos joyeux lurons reviennent enfin en 2017. Avec toujours ne mourrez jamais. Vous en avez voulu un disque, on va vous en donner un tabarnak! Avec des paroles toujours aussi franches et crues, avec la participation spéciale de Timor! Les cargaisons d'albums arrivent à bord d'un brise-glace pour le 28 avril! Mourrez jamais! Ils s'amusent. Oui, en effet. Alors, les Messieurs, pour leur part, c'est un groupe lanaudois qui, depuis 2012, s'exécute sur les scènes montréalaises et dans des prestations filmées. Puis ensuite, ils travaillent sur des chansons, deviennent finalistes à UQAM en spectacle et approchent Danny Placard pour enregistrer un album en janvier 2017. Puis, sur un coup de tête, ils s'inscrivent par la suite au combat des bandes Octane 7.0 et remportent le premier prix. Alors, ils crachent leur poésie politique sur des guitares saturées et des fuzz. Le premier album des Messieurs mêle les riffs loud à la parole engagée. Alors, après avoir travaillé vraiment très fort avec Placard pour coucher leurs idées les plus flyées, le band n'était pas peu fier d'arriver jusque dans les oreilles de ses spectateurs, de leurs auditeurs, avec un album homonyme le 27 octobre dernier. Et c'est ce disque-là qui va être en vedette durant le spectacle. Alors, les billets sont en pré-vente au coût de 15 $ ou à l'entrée 20 $. Vous pouvez vous les procurer en vous rendant sur la page Facebook La Taverne. Le même soir, le vendredi 23 mars, encore une fois, la musique est en vedette. C'est La Chicane qui n'a plus besoin de présentation parce que ce groupe-là a été fondé il y a de cela 20 ans, un peu plus. Oui. Et c'est à la salle Luc Plamondon de Donnacona. Alors, 10 ans après la dissolution du groupe originaire de Val-d'Or, le moment était idéal pour entamer un processus de réconciliation. Alors, tour à tour, Danny Bédard, Martin Bédard, Éric Maheu et Yannick Boivin ont répondu à l'appel de Boum Desjardins pour repartir une dernière fois sur la route afin de renouer avec le public dans la tournée La Dernière Chicane 2017-2018. Alors, les billets sont en vente sur le réseau billetech.com et c'est au coût de 44,50 $. Et ça se poursuit pour le samedi 24. Encore, ça continue. Et cette fois-ci, c'est du côté de la Sapristie de la Pointe des Écureuils de Donnacona et c'est le groupe Wabo Barbecue qui vous propose des pièces originales et empruntées au répertoire bluegrass, newgrass, ragtime et à la musique traditionnelle appalachienne. Alors, comme ils se décrivent eux-mêmes, le Wabo Barbecue, c'est un blues-grass bien tendre, grillé à point sur charbon de bois. Alors, ils doivent être humoristiques eux aussi. Les musiciens jouent de la contrebasse, de l'harmonica, de la mandoline, du violon, de la guitare et du banjo. Et bien sûr, ils chantent aussi. Alors, c'est ce samedi 24 mars à 20 h et le prix d'entrée est de seulement 12 $. Et je vous rappelle aussi, bien sûr, le spectacle dont j'ai parlé la semaine passée, du duo trad Grenier-Bordelot, au Centre L'Ardoise de Saint-Casimir. C'est le 24 mars à 20 h. L'entrée est gratuite, mais les dons de livres sont les bienvenus. Pas de pause pour la culture le dimanche. Mais non, parce que dimanche, cette semaine, encore une fois, le vernissage de l'exposition Nature de Ariane Bussière se tiendra le dimanche 25 mars entre 14 h et 16 h dans la verrière de l'espace Desjardins du Centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. L'entrée est gratuite et toute la population est invitée à y prendre part. Ariane Bussière, c'est une peintre autodidacte raymondoise qui propose des acryliques inspirés de la nature. Alors, cette première exposition solo témoigne de son amour pour la faune qui fait partie de son parcours depuis son enfance. Le réalisme fort de ses créations côtoie les émotions qu'elle réussit à transmettre dans ses œuvres.
Ariane était présente à la conférence de presse de Culture Saint-Raymond et m'a confié que l'exposition représente pour elle un grand défi. Elle n'avait pas encore produit les toiles nécessaires pour une exposition de cette ampleur et cela l'a donc obligée à être plus productive. Elle terminait d'ailleurs cette semaine, parce que j'ai vu un petit partage sur Facebook, la dernière toile pour son exposition. Alors, après le vernissage, l'exposition va être ouverte jusqu'au 27 avril, gratuitement au public, du lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 9h à 13h. Ensuite, il ne faut pas oublier le concert dont j'ai parlé la semaine passée. L'organiste Claude Lemieux propose son concert Bac et Fils. Ça, c'est pour le récital annuel du Dimanche des Rameaux organisé par le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé. Et c'est le 25 mars, donc à 14h à l'Église. Il n'y a pas de prix d'entrée, mais vous êtes invité à donner une contribution volontaire. Et pour finir, ce dimanche 25 mars, il y a aussi la Foire du livre indépendant à Portneuf, qui aura lieu de 10h à 17h à l'Aréna de Donnacona. L'entrée est gratuite et vous pourrez y rencontrer une vingtaine d'auteurs portneuvois. Alors, vraiment, en fin de semaine, on peut dire qu'on a l'embarras du choix pour la première fin de semaine du printemps. Ça doit être ça. Effectivement. Ça nous dégèle et ça nous donne beaucoup de choses. Exactement. Tu as du nouveau à nous dire sur le film La Maison des Syriens? Oui, alors le documentaire dont on a parlé de Nadine Baudet et Christian M. Fournier de Deschambault-Grondines a été sélectionné par le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke 2018. Alors, il sera présenté jeudi le 12 avril à 18h30. Alors, ce film-là semble vouloir faire une belle... tailler une belle place dans différents festivals, parce qu'il vient juste de sortir, puis déjà, il commence à se promener. De belles vitrines pour les artisans et artistes à Deschambault-Grondines et aussi à Neuville. Oui, c'est ça. On se dit, en dehors de la saison de Noël, où il y a beaucoup de possibilités pour les artisans de présenter leur production, le reste de l'année, c'est plutôt difficile pour eux. Alors, ça vaut la peine donc de souligner différentes initiatives qui peuvent nous permettre de nous procurer de leurs pièces à l'année. Une de celles-ci se trouve à la Petite Brûlerie, située juste en face de l'église de Deschambault dans la Maison des Habitants. On propose un espace boutique qui permet la vente de différents articles réalisés par des artisans et des artisanes de la région. Alors, pourquoi pas aller prendre un petit café puis en profiter pour aller chercher soit des cadeaux d'anniversaire ou quelque chose pour se gâter soi-même en encourageant des artisans locaux. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi une charmante savonnerie artisanale unique en son genre, en plein cœur du magnifique village de Neuville, au 681 rue des Érables. On y retrouve 40 savons différents qui sont faits vraiment sur place. Puis ils sont aussi conçus souvent en partenariat avec d'autres entreprises locales. Je vais donner un exemple. Il y a un beau petit savon au charbon de bois. Donc, c'est un petit clin d'œil au charbon de bois qui est dans le coin. Fait qu'il y a toutes sortes de produits de ce genre-là. Il y a aussi un grand nombre de boules effervescentes, des produits pour le bain, des shampoings solides, enfin, toutes sortes de choses. Et aussi, il y a une section où il y a des toiles d'artistes de Neuville qui sont à vendre sur place aussi, ce qui est intéressant. Alors, puis comme ça va faire 2 ans que la Saponnière québécoise a ouvert ses portes à Neuville, pour souligner l'événement et remercier les gens qui l'ont aidé et encouragé, il va y avoir une journée spéciale le samedi 7 avril avec 10 % de rabais, un tirage cadeau d'une valeur de 100 $ et un cadeau offert à tous les clients. Le reste du temps, c'est ouvert du mercredi au samedi de 10h à 17h et vous pouvez suivre un peu ce qu'elle fait sur la page Facebook La Saponnière québécoise. Puis il faut bien écrire La Saponnière parce que ça veut toujours écrire La Sapinière. Ah, OK. Ou La Savonnière. Non, c'est le vieux mot pour ceux qui faisaient le savon. Saponnière. Pour finir, le 1er avril prochain, puis c'est pas un poisson d'avril, au presbytère, à la sacristie et au centre des Roches de Grondines de 9h à 16h, il y a des artisans, des artistes et des artisans agroalimentaires aussi qui vont être sur place pour le 25e anniversaire de la cueillette de l'eau de Pâques du Club des fermières de l'endroit. Alors, profitez de toutes ces belles occasions de sortie culturelle pour commencer le printemps sous une bonne note. Merci beaucoup, Odile. Ça m'a fait plaisir. Alors, d'autres nouvelles après la pause. Le comité d'analyse du Fonds patrimoine culture de la MRC de Portneuf a retenu 9 projets sur les 12 demandes pour un montant total accordé de 31 000 $. Le Fonds patrimoine et culture est doté d'une enveloppe de 35 000 $ et les 12 projets totalisaient des demandes financières de 44 400 $.
Le maire de Cap-Santé et membre du comité d'analyse, Denis Jobin, nous dresse la liste des projets qui ont été acceptés. Alors, au niveau des organismes, le relais de la Pointe des Écureuils pour un projet d'expansion en art populaire pour un montant de 4 500 $. Aussi, les Arts et Saveurs de Portneuf pour une présentation d'une programmation culturelle dans le cadre de la route des Arts et Saveurs pour un montant de 5 000 $. La LIPS, qui est la Ligue d'intervenants de spectacles portneuvois, pour les brunantes projections cinématographiques au Parc naturel régional de Portneuf pour un montant de 4 000 $. La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge pour un projet de développement du public préscolaire et primaire au niveau des arts de la Seine pour un montant de 4 600 $. Les cultures patrimoine des Chambaud-Grondines, des activités de médiation culturelle avec l'artiste Mathieu Fecteau pour un montant de 2 200 $. L'École de musique Denis Arcan pour une résidence d'artistes et activités de médiation culturelle avec le percussionniste Fred Lebrasseur pour 3 200 $. L'École régionale de musique de Pont-Rouge pour une tournée de son stage band dans la MRC de Portneuf pour 4 109 $. Et dans le volet 2, ce que je parlais au niveau de la production de vidéos, la LIPS pour la captation des performances musicales d'artistes portneuvois dans les lieux inusités pour un montant de 2 000 $. Et pour terminer, Culture Patrimoine des Chambaud pour la documentation vidéo de l'exposition Sortie du bois. Dans le cadre du défi santé à Pont-Rouge au mois d'avril, la municipalité invite les entreprises et les commerces de Pont-Rouge à se joindre à la vague de ce défi en adhérant au volet entreprise, en s'inscrivant par téléphone auprès du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire de Pont-Rouge. Les entreprises se verront attribuer un lien pour télécharger les thèmes du défi et une liste d'activités à réaliser durant le mois d'avril. Pour ce faire, les entreprises sont priées de s'inscrire par téléphone au 88 873 44 81. Chaque activité est accompagnée d'une fiche simple qui facilite la réalisation et les entreprises peuvent compléter la liste du défi avec des activités à l'intérieur de leur organisation. Parmi les activités proposées, la Ville offrira gratuitement l'accès à la piscine Lynn Beaumont aux employés des entreprises inscrites et propose la tenue d'une pause santé durant le mois d'avril, l'organisation du concours du Muffin d'or, en plus d'une randonnée à l'heure du midi. En plus des gestionnaires des entreprises de Pont-Rouge, la Ville s'adresse aussi aux clubs sociaux, aux commerces et organismes gouvernementaux ou régionaux dont le siège social est à Pont-Rouge. Des activités sont également prévues à l'intention de la population. La programmation du défi santé sera publiée dans le bulletin municipal de Pont-Rouge du 26 mars prochain. La table d'action préventive jeunesse de la Jacques-Cartier a lancé cette semaine le jeu Réseau devant des jeunes de l'école secondaire de Neuchâtel. Ce jeu de société interactif vise à sensibiliser les adolescents à une utilisation saine et sécuritaire des technologies d'information et de communication, notamment des réseaux sociaux et des appareils mobiles. Ce jeu de prévention est un jeu de table où les jeunes doivent répondre à des questions, mais aussi relever des défis en ligne avec leur cellulaire. Les jeunes apprennent par exemple à modifier leurs paramètres de confidentialité de leur compte Facebook, mais aussi à mieux connaître les aspects légaux, dont ceux reliés au sexto. Le jeu de type coopératif vise également à travailler les habiletés sociales puisque les jeunes doivent faire équipe pour jouer contre le jeu. Actuellement, le jeu est distribué dans plus d'une centaine d'écoles, maisons des jeunes et organismes communautaires du territoire de Québec, de Portneuf, de Charlevoix et de la Chaudière-Appalaches. Le jeu peut même être commandé sur jeuxreseau.com au coût d'environ 100 $. Une quinzaine d'organismes ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Et j'ai un peu de temps pour vous parler du Salon Nature Portneuf
qui se déroulera du 20 au 22 avril à l'Aréna de Saint-Raymond. En grande nouveauté pour cette 4e édition, c'est le site de Place de l'Église qui sera animé le samedi en après-midi de midi à 17h avec la tenue de compétitions forestières, aussi de dégustation de produits d'érables. Il y aura des jeux gonflables et de l'animation musicale. Et en cas de mauvais temps, ces activités seront remises au dimanche après-midi. Et que ce soit les épreuves de vitesse avec un godendard à 2 personnes ou une sciyotte ou bien une démonstration de force, de précision ou de vitesse, vous allez pouvoir découvrir en fait différents outils forestiers. Toutes les inscriptions forestières sont gratuites et il y aura une remise de médailles symbolique. Alors, si vous souhaitez expérimenter le métier de bûcheron, vous pouvez vous inscrire en équipe de 4 à cette compétition sous la forme de course à relais. C'est ouvert à tous. Parmi les épreuves, notons la sciyotte, le roulé du bio, le fendage de la bûche en 4 quartiers, le cordage de pitoune de 4 pieds, la hache verticale et le godendard. Pour vous inscrire, il s'agit de communiquer avec les préposés du Centre multifonctionnel Roland-Dion au 88 337 86 05 poste 0 où vous pouvez même les rejoindre par courriel. Et encore cette année, le parcours du salon sera divisé en zones thématiques. Il y aura la zone familiale, la zone chasse et pêche, la zone multifaune, la zone véhicules récréatifs. Vous avez la zone bistrot, la zone plein air et la zone habitat. Alors, si vous voulez, il reste encore de la place pour les exposants. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web salon.nature@ville-saint-raymond.com où vous pouvez contacter les organisateurs, dont Annie Martel, qui est la chargée de projet, au 88 337 66 67 au poste 204. Alors, ça complète donc Info CJSR pour cette semaine. N'oubliez pas, donc, vous avez le choix d'activités culturelles tout au long de cette fin de semaine. Un gros merci à Odile, un gros merci à Stéphane et Philippe à la régie. Un merci aussi à Tony pour différents clips vidéo. Merci à vous, à la maison, de nous suivre à chaque semaine via la télévision et aussi sur le web. Et on se laisse avec des images de l'inauguration du local de la Saint-Vincent-de-Paul à Place Saint-Louis, à Pont-Rouge, qui se tenait donc cette semaine. Alors, on vous souhaite une belle semaine.
Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.